La saison du Lion 2021, septième épisode de l'année. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Salut. Bonjour. Alors la saison du Lion s'ouvre du 23 juillet au 22 août. Et nous allons donc comme d'habitude commencer par un mot, quelques idées sur le signe du Lion. Je vais commencer, je vais me lancer. Moi, j'aime beaucoup associer le lion à la noblesse du cœur. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée quand je lisais les légendes arthuriennes. C'était que les chevaliers du Graal, ce n'était pas forcément leur force ou que leur courage qui leur permettait de trouver le Graal, mais c'était cette pureté de cœur et cette sorte de cœur d'enfant, mais je ne pense pas enfant au sens d'innocence, enfin de pur, d'être sans pli à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est quelque chose où on décrit trop souvent le lion comme étant ce signe arrogant qui prend de la place, qui a besoin d'être devant sur de la scène. Je trouve qu'on s'attache trop, enfin je ne sais pas si c'est s'attacher, mais on laisse trop paraître le lion comme étant ce signe du masque, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus innocent en fait dans ce signe. Et je trouve qu'on en a tellement besoin en ce moment de retrouver cette innocence légère en fait. Je crois que je suis assez d'accord avec toi. Quand je pense au lion, je pense à la chevalerie, je pense à l'amour courtois, je pense à la noblesse, à la bravoure, au courage, à la loyauté. Je sais pas, alors c'est peut-être une vision un peu idéalisée de ce signe. Peut-être parce qu'elle est dans ma maison 4 et qu'elle vient aussi me chercher dans mes fondations, mes souvenirs, mes racines familiales, ou je ne sais pas. Moi, ce qui m'est venu avec ce signe du lion, c'est aller au bout de la personnalisation. Je trouve qu'un thème où il y a beaucoup de lions, il y a la possibilité de personnaliser l'archétype, de le faire descendre dans une personnalisation, dans une incarnation de toute la singularité d'un être. Et je trouve ça beau, en fait, ça. Comme si finalement, l'archétype universel, au filtre du cœur, était comme le passage du noir et blanc à la couleur et permettait de finalement se parer de mille couleurs. Et donc, quand je pense au lion, je pense à oser rayonner, oser voir l'or en soi et en l'autre, par-delà peut-être nos différences et nos contradictions. Voilà, dans cette... et oui, dans, dans cette unité-là, en fait, et dans l'idée qu'il y a toujours un endroit où on se retrouve euh, dans un certain lien, dans une connexion. Oui, j'aime bien. Oui, le lion me fait penser à ce que vous venez de dire, à la lumière, au soleil. Mais peut-être parce que je suis moi-même ascendant lion avec un soleil en scorpion, j'ai peut-être un autre regard. Et parce que le lion me fait toujours penser à la lumière, mais du coup, où va l'ombre en fait? Et donc l'idée de lumière avec le lion, parce que ça me fait penser que tout ce qui est porteur de vie est aussi porteur de mort. Et à trop vouloir être tout le temps sous la lumière, on se brûle. Et le lion me fait toujours penser à ça, à cet équilibre-là que j'en cherche entre une trop grande exposition ou une faible exposition, à ce fragile espace qui est le plus souvent éphémère. Et du coup, ça me fait aussi penser que tout ce qu'on assombrit, lorsqu'on se met tout le temps... en fait, l'idée, c'est où va l'ombre, en fait, lorsqu'on est dans la lumière. Parce que toute lumière forme toujours une ombre. Elles sont inséparables. Là où il y a beaucoup de lumière, il y a forcément aussi une grande ombre. Et on a tendance à oublier ça dans son aspect psychologique, symbolique, spirituel et tout ça quand on parle du lion et quand on parle de cet archétype-là. Mais je pense que c'est très important de ne pas oublier ça. Tout ce qui projette une grande lumière projette aussi une grande ombre, que nous soyons capables de le voir ou que nous soyons attentifs à ça ou pas, en fait. Et voilà, c'est à ce contraste-là que me fait penser le lion.
de toute façon, le lion est au carré du scorpion, donc forcément, il y a cette thématique-là qui ressort toujours dans l'archétype du lion, qui ressortira toujours. Oui, c'est ce que j'allais dire. La croix, cette croix-là est très mobilisée en ce moment, la croix fixe. Et on a Uranus en Verseau, on a Saturne en Taureau, on a... T'as fait l'inverse. Uranus en Taureau, Saturne en Verseau. Oui, voilà. Et puis Mars, Vénus en Lion. Et oui, il va y avoir beaucoup de planètes qui vont transiter par le Lion. Et donc, ne pas oublier, comme on dit souvent, le quatrième pied, le signe du Scorpion, qui se rappelle à nous par sa non-présence, peut-être sa non-présence dans le ciel astral et en même temps son côté caractère inconscient, inéluctable. Son caractère inéluctable. On est aussi dans un moment de l'année où les jours raccourcissent. La saison du lion, c'est la moitié de l'été. Et donc, on va, d'une certaine manière, inéluctablement vers l'automne. Alors, parlons un peu des aspects de cette saison du lion 2021. Ça va nous permettre de revoir peut-être toutes ces thématiques-là qu'on a abordées. Nous allons commencer peut-être par le retour de Jupiter en Verseau, qui avait fait une courte incursion en Poisson pendant 2 mois. Il revient en Verseau, dans une opposition à Mars, et il y a une pleine lune importante, celle du 24 juillet, dont tu vas nous parler, Sophia. Oui, alors cette période-là de la fin du mois de juillet, elle est extrêmement importante, je trouve, parce qu'elle va venir en tout cas activer, réveiller ce qui s'est passé à 2 moments de l'année dernière, à 2 moments précis de l'année dernière. Déjà, la pleine lune en Verseau, elle va être sur le degré, elle va être à 1 degré du Verseau. Donc, elle va être sur le degré de la conjonction Saturne-Jupiter du 21 décembre dernier. C'était à 0, mais voilà, on y est en plein dedans. Et puis, l'opposition de Mars à Jupiter aussi, qui va avoir lieu dans cette fin du mois de juillet. Et donc, il vient éclairer avec cette opposition à Jupiter la moitié de leur cycle qui avait débuté le 20 mars 2020. Et donc là, on a ces 2 dates-là, le 20 mars, le 21 décembre 2020, toutes les 2 liées forcément à quelque chose qui a transformé le monde, à la pandémie. Le 20 mars 2020, c'était aux alentours du premier confinement qui avait commencé le 17. Et le 21 décembre, c'était donc cette idée d'espoir que la vaccination allait apporter, même s'il y avait déjà forcément, on le ressentait, les ralentissements saturniens qu'on a connus après par la suite. Et c'est vrai donc que la pleine lune, c'est toujours un moment où, oui, un moment de culmination de toute énergie et de ce qui va venir aussi. Et donc, c'est vrai là, fin juillet, c'est comme s'il y avait non pas une seule pleine lune, mais 2, avec cette opposition-là de Mars à Jupiter, parce que on le sait en astrologie que toutes les oppositions prennent la symbolique d'une pleine lune, hein, pour mieux les interpréter, pour mieux interpréter les oppositions dans un thème, quel qu'il soit. Et puis c'est vrai, donc Jupiter qui va donc entrer, qui va revenir, qui est maintenant en rétrogradation et qui va revenir dans le signe du Verseau le 28 juillet. Jupiter qui était en Poisson depuis la mi-mai, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. C'est ça. Hein. Et donc maintenant, il va revenir en Verseau et va rester en Verseau jusqu'au 30 décembre, donc tout le reste de l'année. Pratiquement. Et on en avait parlé dans les épisodes précédents de notre podcast de ce côté bouffée d'air, d'espoir, illusoire ou non, dans certains laissés-aller aussi qui allaient avoir lieu avec l'entrée de Jupiter en Poisson forcément. Parce que Jupiter en Poisson allait augmenter ce besoin d'union, quel qu'il soit. Donc c'était quelque part à prévoir tout ce qui... Nous sommes d'une certaine manière en train de traverser là. Et là, on enregistre... aujourd'hui, on est quel jour? On est le lundi... 12 juillet. Lundi 12 juillet. Voilà. Donc, on ne sait pas encore quelles vont être les mesures qui vont venir après par la suite par rapport au gouvernement et tout ça, par rapport à l'idée de la pandémie. Mais en tout cas, on voit bien que Jupiter revient là où il était entre la fin mars et la mi-mai de cette année.
Donc, il va repasser sur ce même territoire. Et si, là, voilà, pour tous ceux et celles qui nous regardent, qui ont des planètes entre 22 et 30 degrés du Verseau, ou des autres signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, il va y avoir forcément Jupiter qui va faire une conjonction, ou alors en carré, ou alors une opposition à tout ce que vous avez à ces degrés-là. Et ça sera assez long parce que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc Jupiter en Verseau va forcément venir réveiller l'aspect social, imprégné par l'énergie de son passage en Poisson maintenant. Et c'est comme si on se rendait compte quelque part qu'on ne pourra pas se dissocier du collectif pour aller vers le personnel, vers l'individuel. Jupiter, c'est le faiseur de lois. Et en Verseau, ce sont des lois destinées à intégrer l'individu dans le collectif, dans la société. Et l'impulsion de tout ça va venir de cette opposition de Mars à Jupiter. C'est un élément déclencheur. Dans nos vies personnelles, je pense que l'énergie de Mars et Jupiter ensemble mettra en mouvement aussi l'idée d'ambition, de volonté, la prise de risque. Mais en énergie un peu inconsciente, cela peut aussi faire ressortir des actes un peu arrogants, compétitifs, abusifs, ou alors considérés comme tels. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un territoire, c'est vraiment un territoire liminal un peu. Hein. On est à la cuspide du Verseau-Poisson, du Lion-Vierge, et ça met pas mal de mouvements dans des énergies qui seraient un peu volatiles, qui peuvent avoir du mal à trouver une place entre une exposition ou un retrait, ou entre foi et espoir d'un côté et puis autorité de l'autre. C'est une énergie qui sera important, je pense, d'utiliser avec beaucoup de parcimonie pendant toute cette période-là, surtout parce qu'ils seront en aspect pendant quelques jours, avant et après le 29 juillet. Donc toute cette période-là, vraiment avant la fin du mois et puis après le début du mois aussi, du mois d'août. Et on sait que tout ce qui touche l'énergie de Jupiter va être forcément augmenté. Donc après, la question, c'est de savoir dans quel sens cela va jouer, dans quel sens on va l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser de manière consciente ou pas? Mais voilà, je pense que c'est une fin juillet qui va nous faire entrer dans une deuxième partie de l'année qui pourra activer à la fois les deux visages de l'archétype du Verseau. Hein. Celui plus saturnien est focalisé sur l'autorité, et puis celui plus uranien qui pourra aussi réveiller en nous un esprit de révolte. Et ça, bien sûr, collectivement et individuellement, parce qu'on sait que tout ce qui est à l'extérieur, forcément, c'est parce que cela a pris... Enfin, le démarrage est toujours à l'intérieur. Il y a ce miroir intérieur-extérieur. Donc, oui, voilà, c'est ce qui me... Toute cette énergie de fin juillet, à quoi elle va nous ouvrir. Enfin, en tout cas, le démarrage, le début. Ouais. Et est-ce que ce retour de Jupiter en Verseau de quelques mois ne permet pas justement de passer du rêve à la concrétisation d'un espoir qui a pu naître avec les contraintes et le monde qui est le nôtre, de manière à ce qu'ensuite le retour de Jupiter en Poisson en janvier 2022, où il va rester là pendant un temps plus long, soit véritablement, comment dire, ancré dans une réalité et avec un certain nombre de, comment dire, de guidelines, quoi, Oui, tu vois un cadre, quoi, avec un cadre, ouais. Oui, certainement, hein, certainement, mais il y a toujours cette autre possibilité. C'est-à-dire que rien n'est défini. Tout est. Comment est-ce que on a vécu cette période de mi-mai à fin juillet? Qu'est-ce que ça nous a fait comprendre et qu'est-ce qu'on continue toujours à nier? Donc, c'est toujours... avec certainement beaucoup d'illusions qui vont encore continuer à tomber dans ce retour en Verseau qui peut être plus restrictif. Et oui, surtout qu'après, ancrer quelque chose en Poisson, oui, parce qu'il y a la Vierge en face toujours. Donc forcément, bien sûr, il y a cette possibilité d'ancrer aussi.
Mais voilà, on va avoir quand même la conjonction Jupiter-Neptune l'année prochaine qui est porteuse d'espoir, c'est vrai, mais qui est aussi porteuse d'une illusion encore plus grande. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc, tout va dépendre, je pense, de ces 6 mois-là jusqu'à fin décembre. Comment est-ce que ce Jupiter, il va être... quelles sont les lois qu'il va mettre en place pour nous tous, à la fois dans le collectif et dans nos vies personnelles? Qu'est-ce qu'il va... oui, à quoi va-t-il nous réveiller? Et on va avoir la capacité de le prendre en compte, ou est-ce qu'on va nier tout ça? Il y a toujours, tout à l'heure, on parlait du lion qui est au carré du scorpion. Le Verseau aussi est au carré du scorpion. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on accepte de voir, ou est-ce qu'on met derrière soi et puis on se dit il n'y a que l'avenir qui compte, il n'y a que le futur, il y a tout ce contexte-là aussi à prendre en compte, je pense. Alors, il est question beaucoup d'idées et de réflexions dans tout ce que tu dis. Et justement, Mercure va faire une belle conjonction. Voilà, c'est un aspect qui se reproduit régulièrement de manière cyclique, hein, mais donc il sera conjoint au Soleil le 1er août, il me semble, Caro, et formera une opposition à Saturne. Oui, donc Mercure qui vient, moi je trouve que Mercure, qui est le messager des dieux sur le Soleil, alors peut-être plus parler au niveau individuel, mais ça vient éclairer aussi une nouvelle conscience, un nouveau message aussi, je trouve, sur nous. Je trouve que c'est en plus quelques jours après tous les aspects que vient d'évoquer Sophia. Donc il y a aussi peut-être cette possibilité, de par l'opposition à Saturne, je trouve que ça fait un petit peu écho, ces aspects avec peut-être, alors je dirais pas l'illusion d'un Jupiter en poisson, mais on pourrait dire ce côté du lion d'inflation, du soi, ou des projets, ou de la projection qu'on peut avoir de soi à l'extérieur, qu'on peut mettre dans des projets, dans des envies. Et je trouve que l'axe Lion-Verseau, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je crois que c'était dans le livre d'Éric Berru sur Uranus, qui parle vraiment du lion qui est fidèle un petit peu comme à la royauté, et que le Verseau, il y a ce mythe de l'auto-engendrement, où on ne veut pas justement voir notre fidélité à quelque chose, et je trouve qu'on le voit beaucoup sur les réseaux, où on a l'impression que beaucoup de personnes ont des idées et ça leur tombe du ciel. On ne cite plus nos sources, en fait. On ne cite plus nos sources, on ne cite plus ce qu'on a lu pour arriver à notre réflexion. Et je me demande si, je me disais, tiens, cet aspect Soleil-Mercure opposé à Saturne, c'est comme s'il nous est demandé aussi de nous responsabiliser par rapport je sais pas, à notre discours, à ce qu'on peut dire sur nous, à ce qu'on peut, à comment on peut parler, et voir comment justement s'embrique cet individuel et ce collectif, où on pourrait dire peut-être que le lion tout seul, qui n'a pas la conscience justement du Verseau en face, pourrait être dans la négation de la réalité. Alors, je ne sais pas quelle réalité après, c'est toujours un sujet, mais il y a Saturne en face, je trouve, qui veille tel le sage. Et je me dis, le seul moyen de ne pas subir Saturne, qui pourrait être l'autorité ou les règles ou les restrictions, me bloque dans mes projets créatifs, dans mes envies, dans ce que j'ai envie de projeter, dans ce que j'ai envie de naître, dans ce que j'ai envie de dire. C'est cette autorité intérieure saturnienne qui prend conscience que cette quête du Graal dont on parlait au début, du lion, qui prend conscience que cette quête de ce trésor, en fait, comme toujours dans tous les... On le voit bien, hein, quand ils vont trouver le Graal, après, il faut revenir dans le collectif, et souvent, dans le collectif, on n'est pas forcément accepté, parce que l'information qu'on rapporte, elle est nouvelle. Et donc, tout ce qui est nouveau, parfois, dans un premier temps, est rejeté. C'est comme une greffe qui ne prend pas, on pourrait dire. Donc, je trouve que Saturne peut nous demander... je sais pas, il nous demande que tous les projets peut-être qu'on incube, ou l'été, c'est souvent ces phases, surtout le mois d'août, je trouve, c'est surtout en France, hein, pas dans d'autres pays, c'est vraiment très spécifique à la France, cette pause du mois d'août. Enfin, je sais pas, pour vivre à l'étranger, on la retrouve vraiment pas, je sais pas. Sophia, c'est au Portugal, c'est pareil. Oui, au Portugal, c'est pareil. C'est très européen peut-être, cette pause du mois d'août. D'incubation, je pense que Saturne vient toujours nous... pour ne pas le subir et pour ne pas se frustrer, nous demander avec sagesse de prendre conscience de l'importance de ce qu'on a envie de créer, pas seulement pour soi, mais aussi pour ce nouveau monde qui est aussi le thème de notre podcast, pour ce nouvel espoir.
Et je trouve qu'il y a aussi des aspects, ce jour-là, il y a un trigone à Chiron et il y a un trigone au nœud sud. Donc, je trouve que ce trigone au nœud sud en Sagittaire, hein, que dans des signes de feu, donc il y a un grand trigone, en fait. Je trouve que c'est aussi la libération vraiment de ce côté un peu sagittaire, dogmatique. On parlait des lois, mais ces lois un petit peu, oui, qui viennent je trouve, je sais pas, je trouve que dans le Sagittaire, on a aussi un président très, très Sagittaire en France, non? Qui est un petit peu, au nom du bien, on va imposer ça sans prendre en compte vraiment la pluralité qui serait le Gémeaux qui est en face. Donc il y a peut-être aussi, je trouve que le nœud sud en Sagittaire, c'est aussi là où on abandonne quelque chose, où on doit laisser justement pour s'ouvrir aux Gémeaux, à cette diversité, à cette ouverture. Et le trigone à Chiron, je le voyais aussi, Chiron qui est rétrograde cette semaine, hein, où on grave jeudi, je crois que c'est ça, hein, jeudi 15 juillet. Je trouve que c'est la désidentification aussi à nos blessures. Et peut-être que justement, ça peut aider ce Mercure-Lion à prendre de l'assurance, à pas mais une assurance qui, comme il y a Chiron, je trouve que c'est une assurance qui ne va jamais aller dans l'inflation, parce qu'il y a toujours ce côté humble de Chiron qui, dans l'ombre, peut être je m'identifie tellement à ma blessure que j'ose rien faire parce que je peux pas, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que si, parce que ça. Bon, on le connaît bien, Chiron. Mais là, avec Saturne, Chiron, donc, qui sont activés, qui est, je trouve, le sextile un petit peu porteur de 2021, c'est vraiment, je sais pas, avancer avec humilité. Moi, je vois qu'il est demandé dans cette saison du Lion une forme d'humilité, de patience. Enfin, moi, je me dis prendre un jour à la fois, mais tout en cultivant la lumière, mais c'est pas cette lumière justement peut-être qui nous a fait croire Jupiter en Poisson, waouh, on est libre, tout est possible. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus humble en fait, qui parfois manque au lion. Mais je me dis quand le lion a acquéri, on dit ça, enfin, prend en compte cette humilité, c'est magnifique parce que c'est comme un soleil qui est juste là, qui brille doucement, mais qui n'a pas besoin d'imposer et ça fait du bien en fait. Mais oui, ça me fait penser à... Pardon. Non, vas-y, non, j'ai terminé, c'est bon. Ça me fait penser, ce que tu dis là, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, à cette idée que ce lion-là maintenant, cette saison du lion qui demande cette humilité, c'est aussi un lion qui prend conscience que de cette part qu'il porte, s'il porte la lumière, il porte aussi l'ombre. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, l'humilité, c'est peut-être celle aussi de reconnaître que dans l'étendue de tous les possibles qu'a ouvert Jupiter en Poisson, il y a ce qui est bon et ce qui est juste pour moi et ce qui est dans mes possibles à moi. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ce Jupiter en Poisson, il a ouvert un peu un tout possible, un tout ouvert, un tout redevenu possible. Et puis, c'est comme si là, il y avait un peu aussi se regarder en face, regarder le monde en face. Et moi, par rapport à mes qualités, à mes dons, à l'âge que j'ai, à mes capacités, quelle est l'étendue de mes possibles, en fait. Oui. Mais qui va bien aussi avec ce qu'on verra, je pense, la saison suivante, la Vierge, non? Ça continue un petit peu. Mais justement, il y a beaucoup de planètes qui vont... Toutes les planètes rapides vont transiter la Vierge, puisqu'il y a déjà Vénus qui le jour où le Soleil rentre en Lion, il y a Vénus qui rentre en Vierge. Voilà, et donc elle va parcourir toute cette saison, cette saison, elle va parcourir la Vierge. Donc oui, c'est peut-être pour ça que ce lion, on lui demande une certaine humilité. Finalement, un certain sens. Retrait aussi. L'altruisme et du service et un certain retrait, une certaine mesure peut-être. Et donc Vénus va traverser la Vierge, il va y avoir ensuite une conjonction Mars-Mercure qui va se former progressivement. Alors elle sera exacte à la toute fin de cette saison, début de saison de la Vierge. Moi, je vais vous parler maintenant peut-être de la nouvelle lune en Lion, celle qui se formera le 8 août. Elle se forme à 18 degrés du Lion. Donc, c'est une nouvelle lune en Lion. C'est toujours un moment important puisque le maître du Lion, c'est quand même le Soleil. Et donc, il rencontre la Lune ici peut-être pour un moment de recalibrage entre le rayonnement solaire et la sensibilité. Il y a là, pour moi l'image que j'ai eue, c'est un peu comme une fleur qui s'ouvre et qui révèle
sa beauté, comme une révélation de ce qui a pu être ensemencé, peut-être parce que c'est un moment aussi de culmination dont tu parlais, Sophia, quelque chose comme une invitation à ressentir les sentiments qui m'habitent, à oser les vivre, les exprimer, trouver le courage de faire, de dire et de créer peut-être quelque chose de neuf, tout en sachant que cette fleur, une fois qu'elle est en floraison, elle va forcément faner. Donc c'est là aussi le lien peut-être avec le scorpion. Alors quelque chose de neuf, oui, parce que cette nouvelle lune, elle est poussée par un carré avec Uranus. Hein, il œuvre dans le signe du Taureau depuis 2018, hein, c'est ça. Et donc, dans ce signe du Taureau, Uranus nous invite à réinventer, à déconstruire notre rapport à la matérialité, aux conditions matérielles de nos vies, nos besoins. Et donc là, peut-être que cela parle de quels sont nos besoins pour rayonner, comment est-ce que je peux récupérer ma souveraineté, comment est-ce que je peux vivre ce nouveau monde, ces nouveaux mondes dans mon cœur et dans mon corps, le cœur du lion et le corps du taureau. Uranus, c'est toujours quand même une énergie de disruption, qui peut apporter du stress. Et donc, je me dis, au carré du lion, il peut y avoir une forme de dramatisation. En tout cas, c'est un moment, je pense, où l'ego solilunaire va devoir dialoguer avec une force de disruption dans l'accueil de la nouveauté, de ce qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Et peut-être parce que c'est un moment où Uranus ralentit, où il est stationnaire, où il s'apprête à rétrograder, puisqu'Uranus va rétrograder une semaine plus tard. Enfin, il tourne rétrograde le 20 août, en fait, donc à la toute fin de cette saison du Lion. Et souvent, le moment stationnaire, bah, c'est un moment. Alors, ça peut apporter une certaine frustration parce qu'il y a un besoin de libération. Et en même temps, on n'a pas forcément encore les moyens de cette libération extérieure. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une rétrogradation pour ouvrir un espace de liberté en soi qui va pouvoir ensuite être matérialisé, être concrétisé dans le monde en 2022, lorsqu'il redeviendra direct. Et en même temps, c'est un moment pour ouvrir peut-être un espace de liberté, de créativité avec le lion. Cette idée peut-être que j'ai eue d'envisionner un nouveau futur. Voilà. Mars et Mercure seront en Vierge. C'est une énergie, moi, qui me parle de précision, de petites actions déterminantes, de démarches concrètes, de mettre son énergie et sa pensée peut-être au service d'une cause, d'une vision, et en même temps ne pas se perdre dans les détails ou les obsessions qui masqueraient peut-être une inquiétude face au vide, face à cette nécessité de renouveau. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de partager. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous vient peut-être par rapport à tout ça? Non, pas. C'est beau. J'aime bien. J'aime bien aussi ce mot que tu dis, envisionner. C'est un mot qui est un peu un mélange de l'anglais, qui est en espagnol, mais qui n'est pas en français, envisionner. Moi, ça me fait souvent penser comment on peut garder dans cette vision, comment on peut créer, c'est très uranien aussi quelque part, envisionner quelque chose. Comment on peut être enceinte, enfin, ou enceinte, je sais pas, oui, enceinte d'une vision nouvelle, mais qu'on envisionne depuis le centre peut-être du troisième œil ou de l'intuition. Oui, et qui doit descendre avec cet Uranus-Taureau qui doit devenir organique, qui doit Oui. descendre dans toutes nos cellules en quelque sorte. Dans le chaudron de la matière. Alors justement, le thème que l'on avait envie de partager avec vous, c'est envisionner de nouveaux mondes, parce que c'est un moment peut-être aussi pour reparler. C'est un peu finalement un point un moment bilan et qui nous emmène vers la deuxième partie de l'année. Donc c'est peut-être un moment aussi pour reparler de toute cette année 2021, de cette conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu en fin d'année dernière, de ce carré Uranus-Saturne qui continue en quelque sorte d'agir. Et donc, moi, ce
qui m'est venu, c'est que c'est une année beaucoup, je trouve, de confrontation, en fait, de confrontation entre un monde matérialisé, dans du dur, et qui est en train d'être déconstruit, au moins dans les idées, au moins dans l'air, en quelque sorte, même si peut-être il peine à être déconstruit matériellement, mais parce qu'il a des fondations tenaces. Et il peut y avoir en même temps des événements disruptifs uraniens, parfois dans une certaine précipitation, dans une certaine violence, qui vient un peu comme la tour du tarot, qui vient en quelque sorte casser quelque chose. Et en même temps, il y a ces nouveaux mondes, comme tu disais, Caro, que l'on envisionne peut-être en chacun de nous. Et le Verseau nous appelle à nous réunir pour partager ces visions, pour les mettre ensemble, pour rassembler des énergies qui vont dans le même sens. Enfin, voilà, c'est comme ça, moi, que je vois en quelque sorte, que je ressens ce début d'année, ces 6 premiers mois. Et à la fois, moi, des fois, je sens cette difficulté ou cette ambiguïté du Verseau. Alors peut-être parce que c'est mon ascendant, mais d'avoir envie, mais pas d'avoir envie de descendre participer. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, je me dis c'est même mes contradictions dans mes propres textes où je me dis j'arrive à le conceptualiser, j'arrive à le rêver, j'arrive à l'imaginer, mais c'est comme si au moment de descendre, enfin de descendre, je dis ça, c'est pas forcément descendre, mais d'aller parmi les personnes. Bah, c'est un peu ce qu'on dit des fois du Verseau, il aime l'humanité, mais de loin, en fait. Et je me dis, c'est un peu peut-être aussi tout ce qui est véhiculé, on parle beaucoup de ce nouveau monde, tout ça, mais je trouve que des fois, c'est pas évident quand on rentre dans ce nouveau monde, dans le personnel, quand on le personnalise dans nos relations proches, quand on est dans notre famille ou dans les amis de toujours. Et peut-être aussi entre finalement ce que l'on défend dans les idées, dans les principes, et ce que l'on fait vraiment. Bah oui. J'ai lu dans la presse là, ces derniers jours, alors je ne vais pas citer de nom, mais une organisation qui produisait comment dire, du contenu avec de belles valeurs féministes, modernes, etc., et qui apparemment avait une gestion interne extrêmement problématique, qui entraînait comment dire, des burn-out et du harcèlement au travail. Et donc, en fait, entre ce que l'on prône, entre les belles idées qu'on met dans la lumière et le fonctionnement interne plus inconscient, plus archaïque, qui reste dans l'ombre, comment est-ce que tout ça peut dialoguer ensemble, et à quel point est-ce qu'il peut y avoir des résistances profondes, profondément là, et qui font que finalement accoucher des nouveaux mondes, c'est quelque chose qui est long et douloureux. C'est tout le défi aussi de ce lion Verseau, non Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué au début, j'ai travaillé dans les ONG, la coopération internationale, avec tous ces beaux idéaux. Et la réalité sur le terrain, justement, des avantages, d'avoir accès dans des hôtels 4 étoiles, d'avoir accès au 4x4, que les gens prenaient de la cocaïne alors qu'en Amérique latine, c'est un fléau. Enfin, toutes ces contradictions, je trouve que sous des valeurs très belles, c'était... Enfin, moi, ça m'a créé vraiment une désillusion. Mais oui, moi aussi, j'ai travaillé D'ailleurs, dans... c'était il y a 12 ans, c'était quand Jupiter était en Poisson. C'est exactement il y a 12 ans. Et Jupiter en Poisson m'a dit je veux rêver d'un monde spirituel, justement, pour me déconnecter de la partie plus socio-politique engagée. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on est dans cet axe Lion-Verseau qui nous parle beaucoup du personnel et du collectif. Et puis, il y a ce Jupiter en Poisson qui est l'année prochaine, qui est aussi toutes les utopies ou tout ce qu'on peut créer aussi, justement, comme tu disais, Sophia, au début, avec cette difficulté de matérialiser du poisson, puisque c'est même pas son but. Et à la fois, je me dis, il y a quand même quelque chose, il y a peut-être des graines d'ensemencement. Enfin, je me dis toujours Uranus, Gaïa. Gaïa, c'était la terre-mère. Uranus, c'était celui qui ensemençait Gaïa, mais qui à un moment donné l'a étouffée, donc elle n'en pouvait plus. Mais peut-être que Uranus en taureau, c'est vraiment ensemencer en fait des graines nouvelles dans nos terres intérieures, dans nos corps, dans la terre. Et peut-être à nous d'être des bons jardiniers, justement, avec cette conscience du lion Verseau, peut-être qu'il nous est demandé ça, cette conscience que
que la graine de l'individuel et du collectif, finalement, c'est la même chose. Je pense. Oui. Et puis, la matérialisation du poisson, c'est aussi une matérialisation de l'imagination plutôt. Enfin, je veux dire, c'est ensemencement, comme tu dis, mais de l'imaginaire, de ce nouveau monde que l'on rêve. Et là, en tout cas, l'idée de l'idée de nouveau monde, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je la vois, ce nouveau monde qui commence avec... et c'est normal que ce soit comme ça, hein, parce qu'on est dans la période de transition, mais ce sont des nouveaux mondes qui sont en train de commencer avec des Roland du passé. On dirait qu'on est en train de revenir sur certaines époques. Et en même temps, c'est la répétition des cycles aussi qui fait ça, même si on ne le fait plus de la même manière. Mais en fait, ça me fait penser, là, aujourd'hui, toutes ces infos, là, maintenant, de ces trois que j'appelle les trois Golden Boys, Bezos, Musk et Branson, qui sont dans leur course folle à la conquête de ce nouveau monde qui est l'espace, et qui sont totalement possédés par l'archétype du lion, quelque part, qui va être le premier, qui va être le roi de tout ça. C'est la guerre des égos. Il représente, en tout cas à mes yeux, la désacralisation totale du monde, en fait. Aller dans l'espace pour faire du commerce, pour faire du tourisme, je veux dire, on arrive à un point où il n'y a plus du tout de sens là-dedans. Et puis, on peut aussi dire qu'il y a un côté génie, parce qu'il y a un côté dépassement. Et donc là, il y a l'archétype du Verseau qui ressort. Mais est-ce que toute innovation est un coup de génie? Oui, est-ce que c'est la finalité? Attends, est-ce que c'est la finalité qui définit si c'est un coup de génie ou pas? Parce que, je sais pas. Oui, mais parce que peut-être que finalement, ce sont des innovations déconnectées des besoins réels. Tu vois, c'est un... La réalité, c'est que avec toute innovation, je pense, qu'elle soit, avec toute innovation, quelle qu'elle soit, commerciale ou pas, il y aura toujours à un moment donné des bénéfices pour d'autres thématiques, dans d'autres domaines qui viendront de ça. C'est vrai, on le sait. Même avec les pires choses qui sont arrivées avec l'humanité, on sait très bien que ça a donné aussi après, à la fin, la possibilité d'aller plus loin et d'utiliser certaines choses dans d'autres domaines. Mais la finalité, en tout cas celle d'aujourd'hui, qui est celle d'aller dans l'espace, d'être le premier, et en plus cette petite guéguerre, moi je vais d'abord, alors toi c'est dans une semaine, du coup je vais anticiper mon vol. Enfin voilà, quoi, on est vraiment en train de... Même que lui. Donc du coup, il y a vraiment cette énergie lion Verseau et beaucoup de scorpions aussi, parce qu'il y a l'idée du pouvoir. À la fin, c'est qui détient les clés du monde, quelque part, quand on a l'argent et le pouvoir. Et donc, c'est aussi ce spectre de ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, mais avec ce passé qui revient à chaque fois. Ça nous rappelle un peu les années 60, quelque part aussi, hein, quand on était parti sur la Lune et tout ça. Et puis, on a ouvert... Mais autrement, là, aujourd'hui, c'est avec cet autre aspect qui est beaucoup plus mondain, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas très... Moi, j'ai la sensation qu'en fait, on est dans cette énergie de carré Saturne-Uranus et que c'est une énergie qui tend quand même à opposer, à faire deux camps, à faire deux mondes, à faire l'ancien, le nouveau, ceux qui ont le bien et ceux qui sont dans le faux. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie peut-être d'exprimer, c'est que c'est comme si chacun de nous, à chaque instant, on crée des nouveaux mondes par les petites décisions, par les projets que l'on fait. On est en permanence en train d'ensemencer et de créer des nouveaux mondes.
au pluriel. Et ils sont nombreux, tous ces nouveaux mondes. Et ces nouveaux mondes sont habités à chaque fois par de la lumière et de l'ombre. Et finalement, ce n'est pas un nouveau monde qui apparaîtrait de manière comme ça, uranienne, instantanée. Ce sont des tentatives et des échecs successifs, un peu comme l'évolution des espèces humaines. Donc des tentatives et des échecs, mais ce qui change peut-être, c'est la conscience que l'on a. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même dans le collectif, il y a une conscience du côté ahurissant de certains projets technologiques qu'on n'avait pas dans les années 60. On a eu une conscience du désastre écologique. Alors, évidemment, ce n'est pas tous, mais il y a en tout cas, je crois, une plus grande conscience qui fait que oui, on crée des nouveaux mondes qui sont encore empreints en quelque sorte du passé et des vieux mécanismes et de vieux fonctionnements, mais il y a peut-être une plus grande conscience collective du caractère néfaste de ces projets. Bah, heureusement aussi, parce qu'on le savait déjà dans les années 60 et on n'a rien fait. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, les projets qui se mettent en place pour certains, hein, et encore malheureusement, on est plus qu'en retard par rapport à tout ça, mais le côté, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à la Terre, on le savait déjà dans les années 60. Il y a des je me souviens plus du nom, mais c'est une compagnie pétrolière américaine qui avait fait tout un rapport là-dessus et qui savait déjà très bien que dans 40-50 ans, allait arriver ce qui est en train d'arriver. Oui, mais c'est toujours l'idée, c'est que ces nouveaux mondes, on les crée, c'est certain, tous à notre niveau. Mais certains auront plus d'impact que d'autres et auront une empreinte plus lourde que d'autres. Et ça aussi, et ça c'est important en fait. Donc forcément, oui, il y aura toujours cette polarisation, je pense. Nous sommes faits de polarisation. Et forcément, la dualité, elle sera toujours présente. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Mais en même temps, c'est cette ouverture-là que, enfin, tout ce qui est en train d'arriver, en tout cas, enfin, ce que j'imagine, ce que je pense, c'est que c'est vraiment cette ouverture vers ce Pluton en Verseau. Quand Pluton va rentrer en Verseau, là, on va vraiment, voilà, on est en train de voir les prémices de tout ça. Mais après, les années que Pluton va rester en Verseau, ouais, ça va être à la fois un moment de grande élévation, mais aussi un moment où il va falloir aller déterrer tout un tas de choses que l'on cache aujourd'hui, qui viendront à la surface plus tard et qui n'ont pas été prises de manière consciente, ont été faites de manière consciente aujourd'hui, ça c'est certain. Mais il y a aussi cet espoir que ce nouveau monde aussi soit aussi accueilli par de plus en plus de personnes qui sont en train de construire quelque chose en conscience. Et ça aussi, je pense que rien que la conjonction Jupiter-Neptune l'année prochaine en Poisson, elle va aussi nous donner cette possibilité-là. Et j'ai l'impression que finalement, le retour de Jupiter en Verseau et cette énergie très saturnienne du Verseau qui nous accompagne, qui va encore nous accompagner l'an prochain, j'ai l'impression qu'elle nous demande d'établir des règles du jeu, qu'elle nous demande alors c'est ce que tu disais avec tout le côté loi, mais en quelque sorte que les règles, les principes et les lois permettent justement peut-être d'éviter certains débordements. Et si on fait une transition peut-être avec notre pratique astrologique, aussi comment est-ce que ce réveil peut-être des pratiques spirituelles dont tu parlais en off, Caroline, tout à l'heure, mais et de l'astrologie très très uranienne, comment est-ce qu'elle trouve aussi un certain nombre de règles du jeu et de guidelines saturniennes pour empêcher les débordements en fait. Et oui, et qu'elle se rappelle qu'elle vient de quelque part, hein. Qu'elle n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain et qu'il y a un fondement quelque part. C'est toujours l'axe Lion-Verseau de l'auto-engendrement uranien. Oui. On canalise la Lune, par exemple.
Oui, et puis l'année prochaine, là, quand Jupiter va entrer en poisson définitivement, oui, je pense que l'année prochaine, on va voir vraiment l'explosion encore plus de tout ça. Hein. Là, ça y est, on l'a vu, mais ouais. Et on prendra notre part, nous aussi, chacun à notre niveau. On va faire les gourous d'alchimie du ciel. Suivez-nous. Et on espère que justement, on proposera un nouveau monde, en tout cas astrologique, chacun à notre niveau, ou peut-être collectivement, mais qui sera réfléchi et qui soit pensé, et qui ne soit pas simplement un débordement poisson. On passe à nos coups de cœur peut-être, parce qu'en fait, on parle, mais cet épisode va durer une éternité. Une éternité. Moi, je veux bien commencer si vous voulez. C'est un gros livre. Moi, c'est un livre que j'ai trouvé ici en rentrant en France, que mon père avait, qui s'appelle Fabuleux. Ah oui, je connais. Ouais. Mythes et légendes du monde entier. Beau, et je trouve qu'ils sont très beaux. Enfin, enfin, j'ai vu même sur Lilith, enfin, ils sont vraiment, il y a Ariane et Thésée. Là. Enfin, il y a vraiment, il est beau. Il est auquel, je ne sais pas quelle est édition Sélection, Reader Digest, mais il est très beau ce livre. Donc, voilà, c'était un peu mon coup de cœur. Bon, par contre, je pourrais pas le ramener, mais voilà. C'est un livre illustré, c'est ça? Il y a quelques... c'est assez fin, les illustrations, mais c'est surtout... Tu vois, il y a le jugement de Renard, Ulysse et Pénélope, donc tu as certaines, en effet, illustrations. Mais je trouve que pour avoir relu certains mythes, elle est jolie, la sélection et la façon dont c'est raconté. En fait. Là, le vol d'Icare, enfin, il y a vraiment... et c'est classé par chapitre, donc il y a l'éternel féminin, homme ou héros... tu as différentes thématiques en fait qui les regroupent. Donc je trouve ça assez c'est à piocher ou à lire il y a sur la création du monde, sur tu vois, entre l'humain et l'animal, objet magique, objet sacré. Enfin, je trouve que c'est assez chouette. Voilà. Et c'est une belle manière de nous relier justement à ces fondements du lion. Voilà. Et puis j'avais envie de dire aussi, j'ai trouvé un livre mais que j'ai pas encore lu qui s'appelle Métaphysique de l'imaginaire de Cynthia Fleury, mais que j'ai pas encore. Attendez, je crois que là. Voilà, Métaphysique de l'imagination, pardon. Cynthia Fleury, mais je me dis, je le montre parce que ça fait écho un petit peu avec ce qu'on a parlé. Voilà, donc je vais voir. Je vous dirai peut-être la prochaine fois. Très bien. Moi, c'est un livre aussi, on va un peu revenir à ce que je disais tout à l'heure, Éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre, revenir à la vie. Il y en a quelques-uns qui sont partis là-haut et ont oublié que la vie se passe ici. Et ça, c'est la 3e édition, parce qu'en fait, c'est un livre qui est presque une Bible. Parce qu'en fait, Joanna Macy, elle a 92 ans aujourd'hui, donc ça fait plus de 40 ans qu'elle travaille, qu'elle travaille sur l'idée de l'éco-psychologie. Et donc, elle avait mis en place aussi un programme qui s'appelle le travail qui relie. En fait, l'idée, c'est l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans un état de anxiété, dans un état de colère ou autre, des émotions fortes qu'elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi aussi, parfois, et que inconsciemment, ce qui est en train de se passer avec la Terre nous touche inconsciemment, sans qu'on le sache. Et dans le travail de Joanna Macy, c'est de mettre des mots sur ça, c'est de ne pas nier, ne pas fuir la souffrance liée au vivant. Et donc, ce livre, il est super intéressant parce que dans la première partie, donc, il y a ces explications-là. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est plus pour des animateurs ou thérapeutes qui travaillent avec des groupes, parce qu'après, il y a tout un tas de rituels qui pourraient intéresser ceux qui veulent amener des personnes plus loin dans ce travail de l'éco-psychologie. Et celui-ci, c'est la 3e édition et il a une préface de Pablo Servigne, donc collapsologue, pour ceux qui connaissent et qui sont dedans. Voilà. Super livre. Et moi, j'ai envie de vous parler théâtre, d'un spectacle que j'ai vu hier. Alors, je suis au Festival d'Avignon,
où il y a plus de 1050 spectacles dans le Festival Off. Donc, c'est assez impressionnant. Et alors, hier, j'ai vu un seul en scène. Alors, je parle d'un spectacle. Certains ne sont pas dans la région, mais la dernière fois, j'avais parlé d'une exposition à Paris et maintenant un spectacle donc, dans le sud de la France, à Avignon. Ça peut intéresser ceux qui sont dans la région. C'est un seul en scène qui s'appelle Une goutte d'eau dans un nuage d'Héloïse Mercier. Et c'est un très beau titre déjà, et puis un magnifique texte poétique. C'est une femme qui a été expatriée à Saigon, Ho Chi Minh, au Vietnam, et qui raconte en fait le récit, un peu comme une fiction de son voyage. Et elle nous fait vivre cette ville, son effervescence, la mousson. C'est une proposition qui est poétique et qui est aussi radiophonique parce qu'elle a enregistré des tas de sons dans la ville et qu'elle nous fait entendre. Voilà. Elle a aussi une magnifique scénographie avec des objets et c'est vraiment une plongée en fait poétique et inspirée à Saigon. C'est absolument magnifique. Et moi, ça me fait penser à tous ces petits créateurs qui sont des petites gouttes d'eau dans un nuage peut-être. Et tu parlais, Sophia, tout à l'heure des gros, de ceux qui ont une grosse responsabilité, de gros nouveaux mondes à créer. Et puis, il y a tous ces petits créateurs qui créent à chaque instant des petits mondes plus ou moins inspirés. Et on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Ça me fait penser à la phrase d'Hamlet qui dit, enfin, comment dire, le paraphrasant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre pour écube, c'est-à-dire pour rien en fait. Ça ne sert à rien et en même temps, on crée de petits mondes poétiques qui nous relient à la beauté de chaque instant. Voilà. Parce que C'est tu dis peut-être là, ça. Comment? c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça me fait déjà penser à la saison suivante de la Vierge. Ces petits mondes, ces petites choses que l'on doit tous créer quelque Mais oui, part. Ouais. Il est un voilà. peu visionnaire aujourd'hui. Et voilà, et ça me permet de faire une petite transition pub. Je joue toujours à Avignon tous les jours, relâche le lundi, à 12h45 au Théâtre Notre-Dame, un joli spectacle qui s'appelle La Délivrance. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont dans la région, à venir nous voir, découvrir cette belle création qui est soutenue par la Société des auteurs d'art dramatique et comédien et qui nous permettra aussi peut-être de nous rencontrer à cette occasion. Merci. Et vous, Caroline Sophia, quelle est votre actualité estivale? Moi, si j'ai relancé le cours sur les archétypes féminins qui aura lieu, qui débutera fin août. Donc c'est 6 cours c'est une approche astro-mythologique pour reprendre l'approche d'Éric Beru. Où on regarde les archétypes féminins au travers des astéroïdes, donc Vesta, la prêtresse, Junon sur le couple, Pallas Athéna sur l'Amazone, Cérès, la grande déesse mère, et j'ai rajouté aussi la lune noire, que j'appelle l'insoumise exilée. Et donc c'est assez accessible, puisque comme il y a une grande partie mythologique et archétype, c'est accessible à la fois aux férus d'astrologie et aux plus novices. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, puisque c'est pas sur mon site... c'est pas sur mon site, mais j'ai une brochure donc, que j'envoie par email et sur les réseaux, quand je publie, je crois que je le marque aussi. Moi, reprise Et des toi, Sophia? consultations. Voilà, Oui. reprise et puis toujours en train de travailler sur ce cours pour la rentrée. C'est pas une formation astrologique, hein, c'est des cours comme j'ai déjà sur mon site internet. Par exemple, si les personnes sont intéressées par approfondir les maisons astrologiques, il y a déjà un sur les maisons astrologiques qui peuvent y aller. Le prochain qui viendra, ce sera toujours dans un contexte avec la Lune, mais peut-être qui pourra aider les thérapeutes aussi à utiliser ce contexte-là de la Lune. Enfin, j'en dis pas plus. On Surprise. verra. Ouais, c'est mon côté scorpion. J'aime bien garder les choses comme ça. Et puis voilà. Sinon, il y a sur mon site internet, vous retrouvez cours sur les maisons astrologiques. Il y a un programme sur Mercure rétrograde qui est valable pour toutes les rétrogradations de Mercure, si vous souhaitez travailler avec Mercure. Et puis, il y a aussi un jeu de cartes que j'ai fait sur le cycle lunaire, donc qui est aussi sur mon site internet. Et puis voilà, la reprise commence en août. Merci.
Eh bien, on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, de bons repos et d'envisionner de beaux projets pour la rentrée. On se retrouve pour le prochain épisode sur la Vierge. Nous avons toujours notre page Tipeee, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, à mettre un j'aime, 5 étoiles sur iTunes Podcast et à le partager autour de vous. Voilà. Merci. Bonne journée à tous et à très bientôt.